Et bienvenue sur Info 83. Vous le savez, en temps de crise coronavirus, eh bien, nous sommes confinés. Télétravail pour tout le monde, pour Patrick Issartier, pour moi-même. Salut Patrick. Salut Thierry, salut Fabien. Bonjour. Et oui, effectivement. Alors, on va le présenter, Fabien Guérini, qui est avocat, spécialiste du droit social. Bonjour Fabien, bienvenue. Bonjour et merci de m'accueillir. Alors, vous êtes là parce que vous allez nous parler. Alors là, vous aussi, je pense que vous êtes en bureau, vous êtes confiné, vous travaillez Alors, comment en tant qu'avocat? nous, notre activité nous permet de dématérialiser au maximum et donc de travailler le plus possible en télétravail, sauf des cas un peu d'urgence et ou des outils qu'on n'a pas sous la main. Donc là, aujourd'hui, de manière un peu exceptionnelle, je suis venu au bureau, mais effectivement, depuis une dizaine de jours, je travaille depuis la maison. Alors, on vous a sollicité, vous avez répondu présent donc à l'appel pour nous éclairer sur cette situation donc des droits sociaux, aussi bien tant au niveau des entreprises que des salariés également, parce que c'est une situation bien particulière. Il faut absolument, préciser les choses et cette situation dans le droit en tout cas. Oui, effectivement. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, la situation, elle est quand même très exceptionnelle puisque on n'a pas beaucoup de, je dirais, de points de comparaison. L'objectif premier, c'est de synthétiser à la fois les obligations et les droits des entreprises parce que c'est le fonctionnement effectivement qui veut ça, avec les obligations et les droits des salariés en retour, en alertant quand même les gens qui vont nous écouter aujourd'hui sur le fait qu'on a beaucoup d'effets d'annonce sur le plan politique et sur le plan médiatique, mais dans la pratique et dans les faits, les acteurs et les interlocuteurs sont assez démunis pour ne pas dire qu'ils sont dans l'expectative. On a très très peu effectivement d'outils écrits, très peu de règles qui sont posées de manière très claire. Et donc, ce qu'on va pouvoir dire là, c'est essentiellement le rappel des droits fondamentaux et de base, parce qu'effectivement, c'est important pour, je dirais, faire en sorte que les gens puissent savoir à peu près. Maître Guérini, est-ce que le droit du travail est impacté? Oui, alors bon, on nous annonce depuis hier effectivement une réforme importante en matière effectivement d'ordonnance sur des règles de fonctionnement effectivement du monde du travail. Maintenant, ce qu'on va évoquer aujourd'hui sont des règles de base qui n'évoluent pas, qui vont être certainement appréhendées de manière différente. Il va falloir effectivement anticiper un certain nombre de difficultés, mais le fondamental reste d'application. Alors, quand est-ce que les entreprises doivent maintenir la continuité de leur activité? Dans quel cas et dans quel cas une entreprise doit fermer et voilà, se passer d'activité? Alors, la réponse est toujours difficile parce qu'aujourd'hui, on a très peu de textes qui nous donnent effectivement les réponses. Il a été posé de manière assez claire que les entreprises qui sont indispensables au bon fonctionnement de la nation et aux services publics, notamment de santé ou effectivement d'alimentation, sont tenues de rester ouvertes. On a entendu aussi beaucoup de communication de la part du gouvernement sur le fait qu'il est nécessaire de rester ouvert dans la mesure du possible. Donc, on va considérer aujourd'hui que les entreprises qui doivent rester ouvertes et celles qui peuvent rester ouvertes ont les outils pour le faire, avec, dans la mesure du possible, le recours au télétravail. Et puis, pour celles qui accueillent du public ou qui sont au contact, notamment de la patientèle et ou des malades et ou effectivement des personnes qui viennent notamment acheter de l'alimentation, eh bien, on va devoir organiser le travail, on va devoir organiser les procédures, faire en sorte d'anticiper au maximum, de protéger naturellement les salariés du contact et donc, à travers cela, effectivement, faire en sorte de garantir le principe de sécurité et de santé au travail. Alors, ça passe essentiellement par des mesures exceptionnelles d'adaptation pour faire en sorte de sécuriser. Rappelons que l'employeur a l'obligation de garantir la sécurité et la santé au travail. Est-ce qu'il est, alors, du côté de l'employé maintenant, est-ce que l'employé peut juger par lui-même que les mesures de barrière ne sont pas satisfaisantes, que le cadre de travail n'est pas satisfaisant et donc peut se retirer de son activité? Oui, alors c'est un texte effectivement que l'on évoque beaucoup en ce moment, c'est le principe du droit de retrait, puisque le Code du travail prévoit que lorsqu'un salarié, individuellement ou collectivement, fait le constat, a une raison valable de penser effectivement que les conditions de travail ne sont pas sécurisées et que son état de santé peut être en danger, il a le droit d'invoquer son droit de retrait et donc de refuser de travailler dans les conditions qui lui sont imposées par l'entreprise. Avec effectivement là la réaction d'un salarié ou d'une collectivité de salariés qui vont
considérer que ce que l'employeur aura mis en œuvre ou n'aura pas mis en œuvre sera insuffisant effectivement pour lui permettre de travailler correctement et donc dans une situation sécurisée. Dans ce cadre-là, le salarié aura le droit d'informer son employeur, de se retirer et il ne subira ni sanction, ni retrait financier, ni naturellement le risque d'être licencié en la matière. Alors, une fois que ces deux positions sont posées, aussi bien du côté de l'entreprise que du côté du salarié, est-ce que ensuite, pour faire valoir ses droits, comment ça va se passer pour, par exemple, l'entreprise pour prétendre au chômage partiel? Est-ce que les justifications vont être importantes à faire, à prouver, et au niveau du salarié, donc pour continuer à toucher, pour continuer à bénéficier de son salaire? Alors là, effectivement, il faut qu'on ait un véritable travail d'anticipation, ce que l'on fait au cabinet actuellement, puisque on a des annonces gouvernementales de la part du ministère, mais on n'a pas de réponse technique concrète. Je prends un exemple très concret. Les entreprises qui aujourd'hui veulent lancer une procédure d'activité partielle, donc dite de chômage partiel, elles se retrouvent confrontées à un problème d'outils. On va sur le site de la Direccte qui est dédié à la matière, on essaye de s'inscrire et là, on nous répond que on va recevoir des codes d'accès et tant que ces codes d'accès ne sont pas fournis, on ne peut faire aucune déclaration. Ce qui veut dire que là, on est à la fin du mois de mars. Les salariés qui, depuis 10, 12, 15 jours ne travaillent pas, ne sont pour l'instant pas rémunérés. À la fin du mois, les entreprises vont avoir l'obligation, on ne pourra pas faire autrement, d'avancer la rémunération des salariés concernés, donc de garantir le maintien du salaire, parce que cette situation leur impose, et qu'ensuite, effectivement, il s'agira d'attendre que la Direccte, par le biais du logiciel adapté, traite chacun des dossiers et appréhende. Alors, première conséquence pratique, effectivement, l'avance de rémunération. La deuxième, c'est qu'on a préconisé, notamment avec le concours de certains huissiers de justice, des interventions ciblées auprès d'entreprises pour pouvoir démontrer la réalité de la baisse d'activité ou de l'impossibilité de poursuite de l'activité. Parce qu'effectivement, là encore, les textes ne sont pas clairs. Certaines entreprises sont obligatoirement concernées par la fermeture, d'autres sont obligatoirement en maintien d'activité, mais entre les deux, eh bien, vous allez avoir un certain nombre d'entreprises qui vont devoir au quotidien espérer que la Direccte traite correctement leur dossier et pour ce faire, on conseille à nos clients d'anticiper, de solliciter les recours, le service d'un huissier pour venir faire constater en plusieurs étapes la baisse d'activité, l'impossibilité d'accès à des chantiers, l'impossibilité d'accès à leur clientèle, ou tout simplement le fait que les clients n'ont plus accès à leur propre entreprise, ce qui permet effectivement de justifier. Parce qu'il est fort probable que l'organisme en question puisse rejeter les demandes qui sont faites par les entreprises d'aide. On peut le craindre parce qu'effectivement, beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont concernées, pour ne pas dire toutes, en tout cas l'immense majorité, et qu'effectivement, dans les faits, on va avoir besoin d'un examen au cas par cas avec peut-être une tentative de la part effectivement des Direcctes de fermer un peu la vanne et de ne pas indemniser toutes les situations. Donc là, le conseil auprès des entreprises, mais indirectement auprès des salariés, c'est de constituer des dossiers les plus complets possibles pour faire en sorte d'éviter que la preuve manque en la matière. Et de la même manière pour les salariés, puisqu'ils ont intérêt aussi à participer, je dirais, à cette démarche pour faire en sorte, dans un premier temps, d'être, je dirais, payés par leur entreprise, dans un second temps, d'être pris en charge au titre de la Direccte. Alors, on a bien compris qu'on est quand même dans un cadre bien précis. Il y a un message qu'il faut adresser également aux salariés, c'est de ne pas faire n'importe quoi. Non, évidemment, parce qu'effectivement, on a certaines options qui leur sont ouvertes. La première, la plus médiatique, c'est effectivement le chômage partiel, qu'on vient d'évoquer. La deuxième, qui est aussi importante et qui est la conséquence directe de la fermeture des écoles et des établissements d'accueil des enfants, c'est que un parent sur un couple, alors séparé avec la problématique de l'alternance, mais un parent sur deux peut bénéficier d'un arrêt de travail qui n'est pas un arrêt maladie et être indemnisé à ce titre pendant au maximum aujourd'hui 14 jours. On arrive dans les prochains jours à la fin de cette première période de 14 jours pour les plus réactifs et on ne sait pas quelle sera la suite. Est-ce que ces textes vont être prolongés dans le temps? Donc, il faut absolument là que le salarié justifie auprès de son employeur qu'effectivement qu'il est dans une impossibilité de faire garder autrement ses enfants que par lui-même ou par son conjoint, de se faire déclarer par l'employeur auprès effectivement sur le site de la mairie la situation d'arrêt de travail pour 14 jours avec la question du renouvellement que j'ai évoqué, pour faire en sorte que les salariés soient pris en charge, là aussi, par la sécurité sociale, indemnisés comme s'ils étaient en maladie sans l'être. Mais attention, là encore,
du fait des timings et du fait des délais, aujourd'hui, on n'a aucun client qui a eu un retour d'acceptation de son dossier, ce qui veut dire que le temps de délai de traitement sera long et que dans tous les cas, les entreprises, à la fin du mois de mars, vont devoir avancer les salaires alors qu'en face, il n'y a plus d'activité ou pas d'activité. Vous conseillez donc aux entreprises de se rapprocher, de se mettre à l'abri avec les conseils donc d'un avocat ou d'un huissier même, de faire D'un appel à un… avocat, d'un huissier, d'un expert comptable aussi, alors quasiment un acteur incontournable en la matière, pour anticiper et surtout faire en sorte de bien faire les choses, parce que sans ça, on va générer d'abord de la difficulté humaine, de la souffrance, et puis ensuite, naturellement, du contentieux, parce que les gens ne vont pas accepter que les choses soient pas traitées correctement dans leur entreprise par rapport à ce qui aura été fait chez le voisin. Bien, Fabien Guérini, nous vous remercions de ces éclairages que vous avez apportés. Rien ne se fera dans l'évidence. Hein. Ça, c'est le message que vous souhaitez délivrer donc, aux entreprises et aux salariés. Soyez vigilants quand même en ces temps de crise, il faut quand même rester vigilant. Merci Fabien Guérini. Puis je pense qu'on aura l'occasion de vous avoir à nouveau sur Info 83. Volontiers. Merci à vous.